Bonjour, cher Robot Capito. J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de choses à discuter. Sondage sur le sentiment des consommateurs. L'Université du Michigan vient de publier aujourd'hui et le sentiment des consommateurs s'est effondré, comme jamais. C'était déjà mauvais le mois dernier, mais là, c'est vraiment, vraiment mauvais. Et ce qui est vraiment significatif, c'est la différence entre les démocrates et les républicains. Vous pourriez dire, oh, eh bien, ce sont juste ces stupides démocrates qui s'inquiètent des tarifs de Trump créant de l'inflation, mais c'est plus généralisé maintenant. Nous y arriverons dans un instant. Et le marché y est en forte hausse aujourd'hui, mais c'est ce à quoi on s'attend dans un potentiel marché baissier. Et quels États seraient ou seront probablement les plus touchés par les tarifs, ou quels États pourraient en bénéficier le plus? De toute façon, peu importe comment vous voulez le voir, nous allons plonger là-dedans tout de suite. Ils font des travaux dans mon bureau. C'est pourquoi je suis dans la salle avec le tableau blanc aujourd'hui. Vous pouvez voir, vous pouvez voir tous mes matelas professionnels pour insonoriser. En fait, ça fonctionne vraiment bien. Si vous démarrez une chaîne YouTube et que vous voulez un bon son, allez juste chercher des trucs pas chers. Il suffit d'aller au Goodwill local et de prendre plein de vieux matelas et de les mettre autour. Ça aide vraiment à réduire l'écho. D'accord, plongeons dans le sujet, les amis. Tout d'abord, passons à CNBC. Ensuite, je pourrais passer au sondage de l'Université du Michigan lui-même, mais commençons par CNBC. Et Josh, fais-moi une faveur. Peux-tu ouvrir mon fil Twitter rapidement et me dire quand tu l'as affiché? Donc, le sujet, ici, le moral des consommateurs s'effondre, s'effondre. C'est un euphémisme. Le moral des consommateurs s'effondre. D'accord, je pense qu'ils minimisent ça ici dans ce titre, ce qui est assez rare parce que j'aurais pensé qu'ils auraient vraiment mis le paquet avec le titre, car on peut blâmer Trump et maintenant les médias traditionnels. Donc, le moral s'effondre en mars, atteignant son plus bas niveau depuis 2022, alors que les tarifs de Trump suscitent davantage d'inquiétudes concernant l'inflation. Ouais, mais ce n'est pas tant une question des inquiétudes concernant l'inflation. Et avec ce sondage, ce n'était pas tant une question de démocrates contre républicains. Comme je le disais plus tôt, c'est vraiment une question de ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et étrangement, vous savez, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est de ça que Snyder parle depuis environ 6 mois en ce qui concerne la faiblesse du marché du travail. Bien que les chiffres à la une aient l'air vraiment, vraiment bons, quand on regarde en profondeur, ce n'est pas si génial. Mais les points clés, le sondage de l'Université du Michigan sur les consommateurs pour mars a affiché un chiffre de 57,9. Écoutez ça, une baisse de 10. 5% par rapport à février et en dessous du consensus de 63,2. Maintenant, ce qui est fou, et c'est pourquoi je veux passer au sondage du Michigan lui-même, c'est que si je ne me trompe pas, il y a eu une baisse d'environ 10 ou 12% en février par rapport à janvier. Donc, si c'est le cas par rapport à janvier, nous avons une baisse d'environ 20 ou 25% dans ce sondage. Les prévisions d'inflation sur un an ont grimpé à 4,9%, le chiffre le plus élevé depuis le 22 novembre, tandis que les prévisions à 5 ans ont bondi à 3,9%, le plus haut depuis février 1993. Et ça a beaucoup de sens parce que tout ce que vous entendez dans les médias traditionnels, parce qu'ils sont tous, ou presque tous, très anti-Trump, c'est juste comment cela va créer de l'inflation. Ça va créer de l'inflation. Ça va créer de l'inflation. Maintenant, vous connaissez mon avis là-dessus. Je pense que cela va augmenter certains prix, mais ça dépend de combien il impose de tarifs ou de combien sont les tarifs. D'accord. Si c'est juste 2,5%, eh bien, ça ne va pas vraiment changer la donne. S'ils sont à 25%. D'accord. Maintenant, on y est. Et puis, ça dépend aussi du dollar. Il y a beaucoup de facteurs en jeu. Ces chaînes d'approvisionnement sont incroyablement, incroyablement complexes. Donc, il est difficile de savoir quels seront les effets indirects lorsqu'ils seront mis en œuvre ou s'ils le seront, et dans quelle mesure. Mais disons simplement que nous avons quelques augmentations extrêmes. Vous savez, 25% ou 200% sur le champagne ou quelque chose comme ça. Il est vrai que le prix de ces choses va augmenter, mais comme nous n'avons vraiment pas de hausse des salaires, les gens vont devoir voler Pierre pour payer Paul. Donc, s'ils veulent ces produits qui viennent de Chine et qui ont un prix plus élevé, ils vont devoir réduire leurs dépenses sur autre chose. Et vous pourriez dire qu'à long terme, et c'est peut-être un point valide, eh bien, ils vont juste prendre ces dépenses
Et vous savez, avec les prix qui augmentent pour les produits venant de Chine, ils vont simplement les allouer à tout ce qui est fabriqué ici aux États-Unis. Vous savez, le champagne est un excellent exemple de cela parce que le champagne, si je ne me trompe pas, ne vient que d'une région très spécifique en France. Et en dehors de cela, je pense que ce n'est pas vraiment. On ne peut vraiment pas l'appeler champagne. C'est juste comme du vin mousseux blanc ou quelque chose comme ça. Vous savez probablement mieux que moi. C'est donc un excellent exemple de quelque chose dont le prix augmente de 200% à cause d'un tarif. Ce n'est pas comme si vous pouviez simplement acheter du Dom Pérignon américain ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'ils fabriquent du cristal dans le Michigan. Donc, bien qu'ils en boivent probablement beaucoup, il y a, ou du moins, ils en montrent beaucoup dans les vidéos de rap qui sont filmées dans le Michigan. Mais bon, c'est un bon exemple là. Vous ne pouvez pas maintenant, dans 10 ans, ils pourraient produire un excellent champagne aux États-Unis à cause des tarifs de Trump, je ne sais pas. Mais ils ne vont pas pouvoir le faire dans les 6 prochains mois. Donc, vous n'aurez pas cette option. Donc, vous devez juste payer ce prix plus élevé. Et si vous êtes quelqu'un qui fait peut-être partie d'un groupe à revenus plus bas et qui n'achète pas de champagne, mais qui achète peut-être autre chose chez Target ou Home Depot, encore une fois, vous allez devoir retirer ce pouvoir d'achat d'autres choses. Bien que ces prix augmentent, d'autres prix baissent et en gros, cela ne change pas grand-chose. D'accord. Bien que la mesure soit sujette à... Oh, c'est parti. Bien que cette mesure soit souvent sujette à des disparités entre les partis, les responsables de l'enquête ont déclaré que le sentiment avait chuté selon les lignes partisanes, comme dans pratiquement tous les cas. Pratiquement tous. Les groupes démographiques. Alors, Josh, tu as déjà ouvert mon fil Twitter? Je le sors maintenant. J'ai quelques difficultés avec Internet. D'accord. D'accord. Continuons ici. Pendant que Josh le sort, le sentiment des consommateurs a encore pris un coup en mars, alors que les inquiétudes concernant l'inflation et la chute du marché boursier se sont intensifiées. Je ne sais pas pourquoi il ne souligne pas l'éléphant dans la pièce ici, c'est le marché du travail, bon sang. Et puis, bien sûr, ils doivent ajouter que tout ça tourne autour de Trump. Tout tourne autour de Trump. Tout tourne autour de Trump. J'ai ton Twitter ouvert. D'accord. Oui, va à ce dernier tweet. Tu le sors. Voilà. D'accord. Donc, clique là-dessus, Josh. En fait, retourne en arrière. Je suis désolé. Voilà. Je vais juste lire ça. Non, non, juste là, juste là. La grande nouvelle, voilà. La grande nouvelle dans les données de l'Université du Michigan, ce n'était pas l'information. Excusez-moi, les attentes en matière d'inflation. J'essaie de lire ça ici. Regarde ce que les gens disent sur le marché de l'emploi, le changement. Attendu dans le chômage, le pire depuis la récession de 2008. En d'autres termes, la crise financière mondiale. Personne ne demande une augmentation dans cet environnement. Donc, quand tu regardes cette enquête, et ça peut être un cas isolé, qui sait? Nous devons examiner toutes les données et voir ce qui arrive au cours des prochaines semaines. Mais si cela donne une indication de ce que sera le marché du travail, ce qui se passe sous la surface du marché du travail, je veux dire, ça en dit long. En remontant jusqu'en 2008, c'est la dernière fois que c'était vraiment aussi mauvais. Et ça concerne à la fois les démocrates et les républicains. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça qui est très différent dans cette enquête. Alors, retournons sur CNBC. Voyons si nous avons d'autres informations. De nombreux consommateurs ont cité le niveau élevé d'incertitude concernant les politiques et d'autres facteurs économiques, ainsi que les fluctuations fréquentes des politiques économiques. C'est très difficile pour les consommateurs de planifier pour l'avenir. Ah, ouais, je veux dire, j'ai du mal avec ça. Je comprends tout à fait. Si tu es un importateur ou une entreprise ou une banque ou quelque chose comme ça et que tu te dis, regarde, il y a tellement d'incertitudes, ou si tu es un investisseur sur le marché boursier et que tu essaies donc de prédire les bénéfices et tout ça, je comprends tout à fait. Cela a beaucoup de sens pour moi, ces fluctuations fréquentes des politiques économiques, parce que, soyons honnêtes,
Tu peux adorer Trump et aimer les tarifs et penser que c'est la meilleure chose depuis le pain tranché, mais tu dois admettre que son approche est très, disons, difficile à cerner. C'est très aléatoire. C'est vraiment comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et donc, tu dois admettre que cela crée une immense quantité d'incertitudes. Mais mon point est-ce que cela impacte vraiment les consommateurs? J'en doute fortement. Je veux dire, la plupart des gens normaux que je connais, qui sont juste des employés ou qui, tu sais, possèdent une petite entreprise ou quelque chose comme ça, si je leur demandais, tu sais, est-ce que tu es inquiet à propos des tarifs? Ou ils ne savent probablement même pas ce que c'est. Et ils probablement. Tarifs, ouais, j'ai un peu entendu parler des nouvelles, mais je ne comprends pas ce que c'est. Donc, je doute fortement que beaucoup d'entre eux prennent de grandes décisions économiques basées sur, tu sais, les politiques économiques de Trump. Ça, j'ai du mal à croire ça. Donc, les attentes ont chuté de 10% pour les républicains, de 24% pour les démocrates et de 12% pour les indépendants. Le sentiment global a chuté de 22% depuis décembre. Ah, j'ai eu ça juste. Eh bien, c'est plutôt un bon calcul de ma part. J'ai dit entre 20 et 25%. Voilà, 22%. Les prévisions d'inflation contredisent les rapports de plus tôt cette semaine, montrant que les prix à la consommation ont augmenté moins. Aussi, l'IPP, l'indice des prix à la production, a baissé. Revenons là-dessus parce que j'allais en parler hier. C'est un peu des nouvelles d'hier avec Chris, et on s'est tellement écarté du sujet que je ne l'ai pas vraiment mentionné. On parlait plutôt de l'IPC, mais c'est définitivement à noter. Et allons au calendrier ici, puis nous reviendrons à l'enquête du Michigan. Juste ici. Les demandes initiales d'allocation chômage sont à peu près conformes à ce qui était attendu. Mais où en sommes-nous? Non, je suis bloqué ici. Le principal rapport économique de cette semaine. Mince, maintenant nous y sommes. La semaine prochaine, je suppose que c'est parce que le marché est fermé. C'est vraiment agaçant. Voyons si je peux retrouver le dernier rapport de cette semaine. Ils sont déjà passés à autre chose pour une raison quelconque. Non. Eh bien, je le sais tout de suite. Faisons ça en fait. Parlons des données de l'IPP et d'accord. Donc, nous avons également constaté en fait une baisse des services. Pour l'IPP, mais je sais que l'attente était d'une augmentation de 0,3%. Et c'était stable. C'était stable. Donc, un gros échec. Là, sur l'IPP. Et comme je l'ai dit, le composant service a en fait diminué. Donc, une baisse des prix pour les prix à la production en ce qui concerne le composant service du chiffre global. Donc, c'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème. Et d'habitude, si je ne me trompe pas, c'est un peu un indicateur avancé pour L, IPC. Donc, je voulais en parler. Et ensuite, revenons. Maintenant, les gars, allons au sondage du Michigan. Voilà. Ouais. Et c'est parti. Donc, le changement d'une année sur l'autre est en fait de 27,1%.
les conditions économiques actuelles. En baisse de 23%, les attentes des consommateurs en baisse. 30%, bon sang. Et ensuite, le mois par mois pour les attentes des consommateurs est en baisse de 15,3%. Et puis, les 10,5% dans le sentiment des consommateurs dont nous parlions plus tôt, wow! Des baisses vraiment, vraiment importantes. Voyons comment le marché réagit. Revenons ici. Et le marché est en hausse. Aujourd'hui, mais je ne suis pas encore optimiste tant que je ne commence pas à voir des sommets plus hauts et des creux plus hauts. Nous en avons discuté récemment. Et donc, on a ce gros bond dans le Dow en hausse de 674 points aujourd'hui. Et regardez le Nasdaq en hausse de 2,61%. Gros rebond. Mais laissez-moi vous montrer de quoi je parle en utilisant le graphique du Nasdaq. Nous en avons parlé dans les 2 dernières vidéos que nous avons faites. Et d'accord. Internet est un peu lent aujourd'hui. Donc, c'est un exemple d'une forte tendance baissière avec des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Maintenant, on pourrait, d'accord, cela pourrait être le début d'un retournement de tendance ici. Et pourquoi est-ce important? Je suis comme un grand fan de l'analyse technique, mais je sais que la plupart des gars de fonds spéculatifs avec qui je parle, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, ils ne vont pas venir et dire, pour ainsi dire, acheter lors des baisses jusqu'à ce qu'ils voient un retournement de tendance où vous voyez cette ligne. Si nous traçons une ligne à partir d'ici qui descend, comment elle passerait à travers cela et disons qu'elle passe au-dessus de 18 000 et redescend un peu, puis commence à remonter, alors ils achètent, mais ils attendent qu'elle passe cette ligne de résistance, si vous voulez. Et une fois que cela se produit, vous allez voir de très gros capitaux, de grands acteurs entrer sur le marché. Mais comme nous le disions plus tôt ou dans les vidéos précédentes cette semaine, ce changement de tendance doit venir de l'offre passive. Et cela signifie le commerce de détail. Donc, nous devrons voir s'il joue. Et cela pourrait être des prises de bénéfices par de nombreux vendeurs à découvert. Et c'est pourquoi vous voyez, lorsque vous constatez une tendance à la baisse sur le marché, même si cela prend l'ascenseur vers le bas, le parcours reste quelque peu chaotique. Mais nous devrons surveiller cela de très près la semaine prochaine et voir si nous pouvons dépasser ces 18 000 et obtenir un léger renversement de tendance. Et je deviendrai beaucoup plus optimiste à court terme si cela se passe ainsi. Maintenant, je ne parle que du marché boursier. Je ne parle pas nécessairement des données économiques. Et jetons un coup d'œil aux obligations en hausse de 4 points de base. Donc, rappelez-vous, nous sommes toujours en inversion parce que les taux des fonds fédéraux sont à 4,33. Donc, le rendement des bons du Trésor à 2 ans est à 4,32. Ça s'en rapproche, mais mon avis est que, vous savez, une fois que vous vous rapprochez du niveau de 4,33, ça va commencer à redescendre. Regardons un graphique là. Et voyons à quoi ça ressemble. Donc, très similaire. Et nous devrons voir si, bien que garder à l'esprit que les rendements ont une relation inverse avec le prix. Donc, ça descend. Nous devrons voir si ça dépasse vraiment ce niveau de 4,33. Et si ça le fait de manière significative, alors peut-être qu'on va avoir un autre léger mouvement à la hausse des rendements. Mais ce ne serait pas mon scénario de base. Je veux dire, quand les rendements passent de 4,8 à 4,18, c'est beaucoup d'achats. Je veux dire, ils sont comme surachetés, si vous voulez. Et ça a du sens qu'ils prennent un peu de repos. Eh bien, c'est un bon ordre. Je veux dire, ces sommets historiques, comme nous l'avons dit hier, c'est vraiment
Un mouvement incroyable. Et c'est drôle, Josh, m'a fait remarquer aujourd'hui que l'un des, soyez plus des portefeuilles modèles que j'ai pour Rebel Capitalist Pro, et c'est en fait le portefeuille modèle conservateur. C'est juste de l'or et des bons du trésor, et puis Josh a juste été en train de renouveler les bons du trésor pour moi, une fois tous les 3 mois, ou peu importe ce que c'est, et ça a augmenté, comme, je ne sais pas, 10% ou 12%, et il pensait que ce serait amusant de comparer ça au Nasdaq au cours des 12 derniers mois. Donc, en fait, maintenant que je dis ça, je suis un peu curieux. On va parler de l'or dans une seconde. Je suis sûr que le Nasdaq doit me battre sur ce portefeuille, mais ce n'est pas seulement que le Nasdaq me bat, c'est plus que ça. Rapport risque-récompense, c'est plus le rendement ajusté au risque. Et avec l'or et les bons du trésor, je veux dire, quoi? Quel est votre risque là-dessus par rapport à Nvidia ou que le Nasdaq? Donc, si on revient, faisons un graphique d'un an. Donc, un an, nous étions, disons, 16 000 pour des calculs faciles. Donc, ça a augmenté, disons, 7. Bon, qu'est-ce que c'est? 16 000. Donc, nous sommes en hausse de 1, 700 à peu près. Donc, 1, 700. Et je sais que vous devez probablement penser, genre, je passe aux vidéos, mais je suis en fait vraiment curieux ici. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, nous avons, voyons, donc, c'est 1700 divisé par 16 000. Ouais, donc je veux dire, vous savez, juste autour de, ouais, à peu près 10%. Donc, ajusté au risque, je préfère l'or et les bons du trésor toute la journée plutôt qu'un Nasdaq outrageusement surévalué. Mais nous devrons voir comment cela se déroule. Vous savez, je ne devrais pas me vanter ici parce que la prochaine chose que je sais, je suis sûr que le Nasdaq va exploser à comme 25 000 dans les 2 prochaines semaines. Et me laisser sur le carreau? D'accord, revenons à l'or. Alors, ouais, mec, on s'approche des 3 000 et le graphique de l'argent doit probablement avoir l'air encore meilleur. Et c'est la seule chose qui me fait un peu douter d'une récession. Parce que, tu sais, l'argent, docteur Cuivre, excusez-moi, docteur Cuivre, à 4,88. Je veux dire, si ça baissait vraiment avec l'or, alors les probabilités pour moi qu'on soit juste au seuil d'une récession seraient beaucoup plus élevées. Mais, tu sais, je dois faire très attention à docteur Cuivre. Eh bien, ce n'est pas vieux, donc le graphique de l'or a en fait l'air meilleur que celui de l'argent, si nous comparons juste les aspects techniques. D'accord, maintenant passons en revue les États, qui seront probablement les plus touchés par les tarifs. Je pensais que c'était intéressant. Un article de Zero Hedge. Donc, nous savons que oui, d'accord, nous avons un tarif de 25 ou peut-être de 25% sur le Canada. Ça change si vite, je ne sais même pas si cela a été mis en œuvre, pour être honnête avec vous. Mais ça affecte différemment les États, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste uniforme partout. Je pensais que c'était une nuance intéressante que Zero Edge ajoute à ce qui se passe avec le Canada et le Mexique. Donc, juste ici, suite à l'imposition par Donald Trump de tarifs de 25%, sur le Canada, je pense qu'il a beaucoup d'exemptions. Donc, c'est comme 50% d'entre eux, mais bon. Et ainsi que des tarifs de représailles sur le Canada. Et le commerce à travers les frontières nord-américaines est soudainement devenu beaucoup plus coûteux. Cette carte, réalisée par les capitalistes visuels Nicolo Comte, montre à quel point les États-Unis sont différents.
Le commerce des États est impacté par ces tarifs. En visualisant la part combinée des importations de chaque État en provenance du Mexique et du Canada. Alors, oh mince, regardez le Montana. Wow, Canada Swamp, 93%. 93%. Je veux dire, je sais qu'ils sont à la frontière, mais regardez ça comparé à Washington. Washington est aussi à la frontière et ils importent 20% en provenance du Canada et du Mexique. D'accord. Donc, si vous vivez dans le Montana, je suis désolé d'apporter de mauvaises nouvelles, mais vous allez voir beaucoup de prix augmenter. Oh là là. Maine, 110%. Quel est le plus bas? Nous avons le New Jersey qui arrive à 11. Californie, 16. Floride, 14. Donc, ceux-là vont évidemment être les moins impactés. Et donc, vous savez aussi, seulement 14% de ce que vous importez vient du Canada et du Mexique. Mais ensuite, la question suivante, bien sûr, devient la Chine, le gros éléphant dans la pièce. Mais les gens le remarqueraient. Et Hawaï n'est qu'à 6%. Donc, ils le remarqueraient. Mais oh, mon Dieu, quelle différence entre la Floride et le Montana. Mais ensuite, regardez le Texas, comme vous pouvez l'imaginer à la frontière mexicaine, pointant vers le haut, presque 50 ponts, de leurs importations du Mexique et du Canada. Donc, ça va vraiment faire bouger les choses, en supposant que ça impacte beaucoup de choses positives. Et voyez, c'est probablement le total des importations, mais Trump a tellement de ces exceptions que vous ne pouvez vraiment pas suivre. Je ne sais pas quel pourcentage des 49% des importations du Texas sont en fait impactées par les tarifs. Je veux dire, qui sait? Mais je pense que cela fait un excellent travail pour décomposer. Juste, on ne peut pas supposer que, oh, c'est juste un tarif de 25%. Et donc, c'est ce qui va avoir un impact sur les États-Unis. Il faut examiner chaque État pour déterminer qui va vraiment en pâtir ici. Encore une fois, le Montana. Wow! 93%. 93%. Oh là là. Le Canada et le Mexique représentaient donc 28% de la population des États-Unis. Les importations de biens au total en 2024, mais certains États ont des pourcentages beaucoup plus élevés et plus bas, comme vous vous y attendriez pour les États du Nord et du Sud. D'accord, nous avons toute la répartition. La forte dépendance du Montana aux importations, presque entièrement du Canada, n'est pas surprenante. Mais ce qui me surprend, c'est la grande différence entre cela et Washington. Et puis avec le Texas, je veux dire, d'accord, je comprends, ils sont à la frontière du Mexique, mais c'est aussi le cas de la Californie. Et la Californie n'est qu'à 16%. Cela montre simplement qu'avec ces tarifs, encore une fois, vous pouvez les aimer ou les détester. Mais vous ne pouvez pas simplement les regarder d'un point de vue général. Si vous voulez comprendre quels seront les effets indirects, il faut entrer dans les nuances et les détails. Et incluez cela dans votre analyse. Alors, vous dites, d'accord, je pense que les probabilités vont être X et Z. Et ensuite, vous devez déterminer parmi les importations qui viennent de ces pays, lesquelles s'appliquent réellement, lesquelles les tarifs s'appliquent et lesquelles Trump a mises de côté avec des exceptions. Et puis, qui sait? Je veux dire, cela pourrait changer chaque semaine, ça pourrait changer chaque jour. C'est définitivement une cible mouvante sur laquelle nous allons devoir rester vigilants. Espérons. Espérons que non. Mais très probablement et définitivement dans le futur. D'accord, les gars, profitez de votre week-end comme toujours. Assurez-vous de défendre la liberté, le marché libre, le capitalisme. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.